Très bien, bonjour à tout le monde. Rebonjour pour ceux que j'ai déjà entreaperçus dans les sessions précédentes. Donc on va démarrer cette session qui est consacrée aux enjeux de la mobilité dans cette période de post-Covid. On aimerait dire post-Covid, mais qui malheureusement est encore Covid, mais on va quand même essayer de se projeter. Et donc, je vais juste commencer par le tour de table et demander aux intervenants de se présenter rapidement. Et puis après, je lancerai la discussion. Et nous aurons un format qui sera un format interactif aussi, puisque vous aurez l'occasion d'intervenir, bien sûr, tout au long de cette table ronde. Donc, bonjour, je suis Mathilde Laurent, je suis responsable du pôle marketing digital et action commerciale à la SNCF pour les trains régionaux Occitanie. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Latte, je suis maire adjoint de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole et je préside deux des trois TCO. Alors TCO, c'est une entité triple. Il y a TCO collectivité qui est l'autorité organisatrice que je préside, TCO ingénierie qui est le bureau d'études pour faire simple que je préside aussi, et TCO voyageurs, c'est l'entité qui fait circuler métro bus tram qui est présidée par mon collègue Philippe Perrin. Voilà. Merci. Moi-même, je suis Philippe Baudouin. J'appartiens à l'IDAT, qui est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'analyse et l'observation des développements du numérique, et je travaille aussi régulièrement avec les territoires sur le volet usage et services numériques, donc sur cette thématique des territoires connectés ou des territoires intelligents. Alors peut-être quelques mots juste en introduction avant de vous donner la parole et de vous demander de rebondir sur le thème de la table ronde. Donc c'est vrai que la mobilité d'abord dans cet ensemble que l'on voit depuis le début de l'après-midi qui est la Smart City, c'est quand même un des piliers qui est le plus souvent mis en avant, ce qui est quelque part normal, puisque la mobilité, c'est quand même une attente et un besoin de toute la population, comme un des besoins essentiels de la population. Et ce besoin, en fait, il a été frappé par la pandémie qui est arrivée et qui nous a tous conduits à être confinés pendant quelques mois. Et donc, on a tous en mémoire à la fois des photos et puis également la réalité à travers les rues qui se sont désertifiées de voitures, de tout ce qui était moyen de transport. Et donc, d'avoir connu cette période avec des villes qui s'étaient totalement transformées dès lors que les moyens de transport habituels avaient disparu ou étaient quasi mis à l'arrêt, pas totalement, mais quasi. Et donc se poser ensuite, et va se poser d'abord la question de comment est-ce qu'on encaisse un choc comme ça, qui n'est pas négligeable, et bien sûr ensuite, quelle observation on peut avoir du retour, alors qui n'est pas un retour à la normale, mais on aura l'occasion de rebondir là-dessus, sur le fameux monde d'après, monde d'avant. Est-ce qu'en termes de mobilité, là aussi, il pourrait y avoir des projections dès lors qu'on réussira à sortir de cette période. Mais peut-être avant en fait, d'envisager la sortie, déjà avoir votre premier retour sur comment est-ce que vous avez à la fois vécu cette période de confinement par rapport à la ligne d'activité que vous suivez au sein de la SNCF, qui sont les transports express régionaux, et puis également donc aujourd'hui cette remontée peut-être en termes de fréquentation. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, on a vécu une crise sanitaire d'ampleur qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Et donc, pendant cette période-là, ces 3 mois de confinement, les trains régionaux ne sont pas arrêtés totalement, mais ont été vraiment réduits au minimum de manière à assurer un service pour les personnes ayant besoin de se déplacer, comme le corps médical ou toutes les professions qui avaient nécessité de continuer à se déplacer. Mais on était vraiment dans une période exceptionnelle et transitoire. Quand on est sorti de cette crise, on s'est tous demandé comment on va reparler de la mobilité, comment les gens vont réutiliser les transports en commun. Et comme vous aviez dû le voir, les gens avaient la peur des transports en commun parce qu'ils se demandaient justement est-ce que c'est bien nettoyé, est-ce que je ne vais pas attraper des maladies. Donc il y avait cette crainte des transports en commun. Donc on s'est dit, mais comment on va faire en sorte que les gens aient à nouveau confiance dans les transports en commun, et notamment les trains régionaux pour nous, et comment on va les aider à reprendre le train et à les réassurer. Donc quand on est sorti de cette crise, quand on n'est pas sorti de la crise, mais quand on est sorti du confinement, on a mis en place ce qu'on a appelé des coupons accès train serein.
C'est-à-dire que dans les trains régionaux, aujourd'hui, vous pouvez prendre les billets, vous n'avez pas de réservation obligatoire, comme dans les TGV ou dans les trains grandes lignes. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un système de réservation obligatoire, ce qui nous a permis de contingenter, de mesurer le nombre de personnes qui pouvaient accéder au train, ce qui nous a permis de limiter le nombre de personnes à bord pour pouvoir rassurer les gens et éviter qu'il y ait trop de monde dans ces trains. Ce qu'on a fait donc, en parallèle, c'est qu'on a mis en place des mesures sanitaires d'ampleur. Donc tous les trains étaient désinfectés régulièrement dans la journée, tous les soirs. Et on a montré tout ce qui avait été fait au grand public, en fait, au fur et à mesure. Donc en fait, cette crise qui était pour nous un peu une menace, hein, finalement, s'est transformée on a réussi à transformer ça en rassurance. En fait, le fait de pouvoir dire vous ne serez pas trop nombreux dans les trains, regardez, tout a été mesuré pour que vous puissiez respecter les distanciations sociales, le port du masque obligatoire, ça a permis de rassurer les gens. Si bien que les gens sont revenus au train finalement par ce biais-là, et on a eu plus de 153 000 billets accès train serein distribués en un mois à la sortie du confinement. Et là, peut-être juste si on revenait sur rapidement une photo avant et puis post-confinement, vous avez retrouvé un taux de fréquentation qui se rapproche de ce qu'il y avait avant, ou vous êtes encore en fait en mode de rattrapage parce que peut-être que le fait qu'il y ait des mesures spécifiques fait que vous ne pouvez pas avoir le même niveau non plus d'occupation dans les wagons? Je sais pas. En fait, donc, on a eu ces mesures sanitaires qui ont été mises en place d'envergure pour désinfecter les trains, que les gens puissent voyager en toute sécurité. Et en plus de ça, donc, on a mis en place des opérations pour faire revenir les gens au train. Donc ce qu'on a fait en fait cet été, c'est qu'il y a eu plus d'1 million de billets à 1 euro qui ont été mis à disposition des clients. Si bien que en fait, on a la fréquentation qui a augmenté par rapport à l'été dernier, qui a augmenté de 10%. En fait, l'idée, c'était vraiment de permettre aux gens de revenir au train en toute sécurité et à petit prix. Donc en fait, on a mis plus d'1 million de billets à 1 euro en vente. Et pour tous les jeunes de moins de 26 ans, quel que soit le train, c'était tout le temps à 1 euro tout l'été. On a aussi fait en sorte, pendant les week-ends, que les gens puissent voyager à 1 euro. Donc ça nous a vraiment permis d'aller chercher des clients qui jusque-là ne prenaient pas le train. On a eu 20% de clients d'induction pure, de clients qui ne prenaient pas le train jusque-là. Et finalement, on a augmenté la fréquentation des trains cet été par rapport à l'été dernier. Donc voilà, ça nous a permis finalement, ce contexte a été particulier, mais nous a permis d'innover et d'aller au-delà du coup de ce qu'on avait fait jusque-là. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce point-là, mais je vais vous donner la parole pour Tisséo et pour voir là aussi quelle est votre perception de cet effet qu'il y a eu confinement d'une part, et puis aujourd'hui, en septembre, comment est-ce que vous analysez la reprise en lien aussi avec ce phénomène qu'on a tous perçu d'une certaine peur liée au transport collectif. Donc est-ce que c'est une réalité que vous avez observée aussi chez vous? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Tisséo? On a fait partie immédiatement de la cellule de crise du préfet avec les grands élus locaux et on a décidé très vite de maintenir le service en dégradé. Le pourcentage d'usagers était de 20%. On était tombé à 20% d'usagers avec une bascule particulière, c'est que pendant le confinement, on a mis en place la gratuité. C'est-à-dire qu'on a cessé de faire payer les gens, bien sûr, pour plein de raisons. Avec des difficultés, parce que la gratuité, c'est parfait sur le papier, mais ça a généré des difficultés de territoire, de prise en charge des territoires, de contrôle, et ça nous a amené rapidement à remettre en place, non pas la gratuité, ne mettre en cause la gratuité, mais de mettre en place un système au moins de contrôle et de surveillance, parce qu'il y avait vraiment un risque de dérive du réseau. Donc ça a été compliqué, mais des structures comme le CHU, par exemple, nous avaient dit qu'il fallait absolument maintenir le service, parce qu'une grosse part de leurs salariés, qui était indispensable, devaient utiliser le système, en particulier les aides-soignantes, etc., etc. Donc on a fonctionné pendant le confinement dans des conditions extrêmement difficiles. On a eu des moments où on a même dû faire appel à la police nationale pour protéger le métro. Et on a passé ce cap-là avec ensuite une remontée de l'usage qui fait qu'aujourd'hui, en septembre, on est à 80% de remplissage, avec une tendance qui laisse supposer qu'on pourrait retrouver le niveau de 100% aux alentours des fêtes de Noël. C'est en tout cas l'impression que l'on a. Alors bien sûr,
comme pour la SNCF, on a été confronté à des difficultés qu'on ne connaissait pas, avec le risque de pandémie. Et donc, on a mis en place toute une armada de mesures destinées à gérer le dispositif. Les mesures classiques, l'obligation de port du masque, les techniques de distribution d'alcool et autres qui permettaient de gérer ce dispositif. On a mis en place des nettoyages intenses des rames et des bus sur chaque cycle de formation, de fonctionnement. Et puis, on a en ce moment une très grosse campagne de communication où on explique à la fois toutes les mesures qu'on prend et on essaye à travers des personnages masqués d'expliquer que quand on respecte le dispositif, il n'y a pas de raison d'être inquiet et les choses peuvent fonctionner. On a aussi beaucoup joué sur la fréquence, puisqu'on avait une ligne A qui était une ligne doublée qui donc pouvait nous permettre d'injecter la fréquence pour conserver la distanciation, mais avec une limite quand même, c'est qu'aujourd'hui on a des difficultés sur les premiers services de bus, ceux du matin, parce que pendant 1 heure, on le sait, on a un pic de fréquentation, le départ au travail, les écoles, etc. etc. Et là, on a du mal à gérer parce qu'on a 100 lignes qui sont en pic de fréquentation. Il faudrait avoir 100 bus et 100 chauffeurs disponibles pour 1 heure pour arriver à combler ce pic de fréquentation. Donc on est en train de réfléchir à un système qui nous permette de desserrer un petit peu cette pression sur le bus. Voilà un peu le schéma, sachant que, je le répète, à la rentrée, nous étions à 80%. D'accord. Donc là, on est plutôt sur une courbe de reprise de l'activité, en fait, transport collectif, puisque vous êtes tous les deux des représentants des transports collectifs. Alors, je vais essayer de faire le lien quand même avec le numérique, parce que c'est vrai qu'on l'a très légèrement abordé, et quand même, on est au cœur de journées autour du numérique, pour peut-être tout en gardant un temps sur justement cette période particulière, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire mise en place en fait d'une tarification spécifique, diffusion de ces titres à 1 euro de manière massive, etc. Donc qu'est-ce que ça a généré comme besoin là aussi en termes d'adaptation de la structure ou de l'infrastructure numérique, tant en termes d'exploitation pour pouvoir gérer en fait ces titres de transport qu'en termes de communication. Donc voilà, quel est l'apport en fait du numérique sur ce temps de crise? Le numérique aide beaucoup en fait, c'est ce qui nous a permis d'être très réactifs. C'est-à-dire que les coupons d'accès train serein dont je vous parlais tout à l'heure ont été vendus, c'était pas vendu, c'était à disposition, offert à 90% sur le digital, mais on n'excluait pas pour autant les gens. Certaines personnes sont privées des accès à Internet toujours, donc il était toujours possible aussi de les avoir au guichet. Mais on a vu vraiment une accélération du digital avec cette crise, puisque que ce soit donc pour ces coupons spécifiques ou pour tous les achats de mobilité, on note qu'il y a vraiment une accélération et on voit que beaucoup plus de gens se servent d'Internet et des canaux digitaux pour acheter leurs billets de train. C'est vraiment dans des proportions où là aujourd'hui on est à plus de 60% de personnes qui achètent maintenant sur le digital, alors que jusque-là c'était encore assez réparti de manière équivalente entre les automates, les guichets. Maintenant on note vraiment cette accélération pour tout type de billets finalement. D'accord. Et vous le liez très fortement justement à cette période de Oui, Covid. parce qu'on Donc il y a peut-être un effet on a vu vraiment qu'il y a eu un gap, un gros écart en sortie de crise du coup. Oui. Côté TCO, est-ce que vous le même avez phénomène. aussi... On avait lancé il y a quelques mois le ticket dématérialisé sur le smartphone et on avait une progression qui était assez régulière. Et là, c'est vraiment une explosion. C'est-à-dire que les gens, pour éviter sans doute de manipuler les automates, ont préféré basculer sur cette application qui est positive. Et j'allais dire, il y a 2 choses. Il y a les outils en place qui, eux, ont connu un succès comme jamais. Et puis, il y a l'avenir par rapport à ce que vous dites. Tisséo était un opérateur du transport public. Avec la loi LOM, on devient un opérateur des mobilités, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre responsabilité, ce n'est pas uniquement de transporter les gens avec nos outils, c'est de mettre en place de la multimodalité et que cette multimodalité participe au transport des personnes. C'est-à-dire qu'il faut que la personne elle puisse faire un trajet en vélo, prendre ensuite un bus, basculer sur un tram, repartir en métro. Et c'est là que le numérique nous est extrêmement utile, parce qu'on est en train de travailler à des nouvelles applications, beaucoup plus fluides que celles que nous avons aujourd'hui,
qui permettront à l'usager, peut-être dans l'avenir, même sûrement, d'avoir un projet de transport multiple qui ne peut se concevoir que si on arrive justement à relier tous les opérateurs. J'inclus en disant cela le covoiturage, l'autopartage, etc., etc. Donc on est vraiment sur une évolution qui s'adapte à ce qu'on vient de dire. Quelqu'un qui a une inquiétude par rapport à certains moyens de transport public, il faut lui donner des possibilités alternatives ou complémentaires qui le ramèneront peut-être vers le transport public, mais en passant par d'autres moyens de transport sur des morceaux de trajet. Alors, vous faites la transition sur la partie liée justement à l'après, les enjeux et ce qu'on voit arriver comme des nouvelles offres de services de ce type. Avant, je voulais revenir et rebondir sur un point que vous citiez tout à l'heure, qui est un point dur pour l'exploitation de votre service, qui est ces fameuses heures de pointe. Alors, bon, on a connu le télétravail qui a touché une partie significative de la population active, pas tous, mais une partie significative. On va voir dans les prochains temps si en fait cette modalité de travail va être durable ou si finalement elle va légèrement s'atténuer. C'est pas encore bien clair. Les chiffres montrent qu'il y a eu un retour au bureau avec un maintien pour partie, mais enfin bon, il faut se laisser encore un petit peu de temps d'observation pour voir si le télétravail, là je fais référence avec la table ronde tout à l'heure qui disait que ça risquait d'avoir un impact sur les surfaces tertiaires, c'est possible, mais il faut voir à quelle hauteur par rapport à l'acceptation culturelle de l'ensemble des acteurs là-dessus. Néanmoins, ça fait des années qu'il y a le discours avant qu'il y ait cette crise sanitaire. C'était souvent des discours qui arrivaient au moment des pics de pollution, où on s'apercevait qu'il fallait réussir à alléger en fait le trafic, et il fallait réussir aussi parfois à décaler dans le temps le départ au travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié forcément directement au numérique, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a un des enjeux comme ça. Est-ce que là aussi, dans les réflexions qu'il va y avoir avant de venir sur les offres de services, est-ce qu'au niveau de la métropole, comme vous avez aussi donc, des mandats au sein de la métropole, est-ce que c'est des choses que vous essayez là aussi d'inculquer avec les acteurs économiques, d'avoir cette possibilité, cette flexibilité pour lisser le temps, et ça va se retrouver aussi à la SNCF, mais lisser le temps de départ des personnes au travail, et donc le soir, pareil, quoi, éviter d'avoir ces deux temps de pic qui congestionnent tout. On sent qu'on est dans une période expérimentale. Je m'explique. Lors du confinement, et ça a été le cas chez Tisséo, le télétravail est apparu comme quelque chose de magique, d'extrêmement intéressant, etc., etc. On en parlait déjà avant, mais peut-être avec une certaine frilosité. Et puis, j'arrive à une nouvelle phase maintenant où j'ai des salariés qui me disent « Attention, trop de télétravail, c'est inquiétant pour nous ». Donc on a cette bascule qui fait que je crois qu'on arrivera à un point d'équilibre, c'est-à-dire un télétravail important mais régulé, qui ne sera pas systématisé et qui maintiendra des choses que le salarié commence à ressentir, une forme de solitude, d'isolement, le lien et le groupe. Donc on aura une part de télétravail qui va demeurer, j'en suis persuadé, mais pour autant, je crois qu'elle ne sera pas aussi importante que celle qu'on a pu imaginer lors du confinement. On aura un point d'équilibre à trouver. Je le répète, nous, on est en train de passer un accord télétravail sur Tisséo. C'est un accord qui va prévoir vraiment un système hybride, un passage régulier sur le site, le maintien d'une activité de groupe qui est importante pour nous, qui est essentielle, et puis une sorte de télétravail à la demande qui permet aux salariés de compléter sa part travail, plus que de se substituer à la part présentielle qu'il avait auparavant. On est sur cette recherche d'équilibre. Sur Toulouse Métropole, il y a le même travail qui est fait, avec l'idée de mettre en place un télétravail régulé, mais pas un télétravail qui écarte définitivement le salarié d'entreprise, parce que là, on a vu un risque réel. On le voit sur les chiffres que nous avons sur la santé au travail, où il y a, sur le plan en particulier psychologique, quelques indicateurs qui peuvent être inquiétants. C'est le même constat côté SNCF où du coup on a eu une accélération du télétravail pendant cette période
Et là, on cherche pareil le niveau d'équilibre pour les métiers qui le peuvent. Bien entendu, tous les métiers ne sont pas concernés, mais on cherche ce point d'équilibre on voit que ça a fait évoluer les méthodes de travail, la manière de travailler. On voit qu'on peut faire beaucoup de choses en télétravail, mais pour autant, il faut aussi garder du lien social, éviter les sentiments d'exclusion qui peuvent être détectés quand il y a trop de télétravail. Donc on cherche cet équilibre-là. Tout à fait, c'est le même constat. Alors venons-en peut-être maintenant, avant de donner la parole aussi à la salle, venons-en donc plutôt aux enjeux futurs. Donc vous avez commencé à aborder à travers l'ouverture de l'offre de services de mobilité, de plus être cantonné en fait à un mode particulier, mais de pouvoir offrir donc un choix possible qui est plus sur finalement un parcours d'usage. Et donc derrière, ça veut dire, bon, bien sûr, des plateformes numériques, la gestion de données, etc., bien sûr, mais c'était plus sur l'aspect gestion des partenariats. Parce que c'est vrai qu'on est là à la mêlée numérique, on est là dans aussi le siège d'un grand nombre de startups du territoire, de regroupement et de partage aussi autour des startups du territoire. Et on a vu ces dernières années en fait, éclore quantité de solutions proposées pour justement avoir une gestion alternative des mobilités. Alors c'est vrai que quand on parle de covoiturage, il y a eu certaines réussites qui fait que maintenant en termes de notoriété, on a tous en tête un nom et on oublie peut-être les autres. Mais voilà, ça veut dire que derrière, il peut y avoir aussi des opportunités de travailler avec le tissu local aussi de start-up ou d'entreprises pour justement étoffer cette offre de services. Donc c'était plus pour avoir votre retour, à la fois vous, Tisséo, et puis la SNCF, sur quelle est votre approche justement partenariale pour élargir votre offre de services de mobilité. Alors, la loi LOM nous donne des orientations, à savoir que, n'étant plus uniquement opérateur de transport public, on doit s'intéresser à toutes les thématiques que vous venez d'évoquer. Chez Tisséo Collectivité aujourd'hui, vous avez un service qui est consacré au covoiturage. Vous avez, on a Cities à Toulouse. Cities à Toulouse, Tisséo a pris des parts dans l'entreprise Cities de l'autopartage. Lors de l'enquête publique sur le plan de déplacement urbain, les commissaires enquêteurs ont demandé à Tisséo, avec l'accord des collectivités locales, des diverses collectivités locales, de prendre la main sur le schéma directeur vélo à l'échelle des 114 communes qui participent à Tisséo. Donc on a maintenant des outils qui sont multiples dans notre fonctionnement et qui participent à ce que vous dites. La question majeure, et c'est là que le numérique va être décisif, c'est de savoir comment on gère cet ensemble de partenariats. On a quand même une inquiétude, c'est l'arrivée sur le marché de gros opérateurs qui ont tendance à générer des besoins financiers parfois éloignés de la mission de service public qui est importante pour nous. Donc, ce que veut faire Tisséo, c'est coordonner ces partenariats, mais en conservant la maîtrise du dispositif. J'assume ce que je dis en disant cela. On a eu l'exemple un peu troublant de New York, où des opérateurs privés ont pris la main sur les applications et ont ensuite orienté les transports, non pas vers le plus pratique, mais vers celui qui était le plus rémunérateur pour la boîte en cause. Et on s'est aperçu que le transport public baissait à New York à cause de ces mutations qui s'opéraient, une sorte de booking à la transport public. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est conserver cette maîtrise d'opérateurs avec des partenariats qui sont indispensables, qui sont majeurs, mais en conservant quand même la possibilité de valoriser le transport public. D'accord. Côté SNCF Alors oui, côté SNCF, donc on est dans la même démarche de développement de partenariats. Alors on a déjà un partenariat ensemble, SNCF et Tisséo, où on a des produits combinés, on propose des produits combinés. Et au-delà de ça, donc on travaille sur des offres élargies. Alors pour la partie vélo, pour la partie covoiturage aussi. On essaye de réfléchir vraiment à un voyage de bout en bout pour aider les voyageurs à voyager plus facilement de leur point de départ à leur point d'arrivée. Et au-delà de ça, qui fait aussi le lien avec le télétravail, on réfléchit à une offre pour les entreprises. L'idée étant de substituer la voiture de service. Au lieu de prendre la voiture de service, on prendrait le train. Le train deviendrait le véhicule de service, en fait. Donc voilà, on essaye d'étendre un peu les offres pour pouvoir proposer des offres qui s'adaptent à la situation actuelle,
qui est assez exceptionnel. Je voulais peut-être proposer un temps d'interaction. On a encore à peu près un quart d'heure devant nous, donc si vous avez des observations, si vous avez des questions, c'est le moment de vous exprimer. Pas de réaction pour le moment, a priori. Bon, nous allons reprendre. Ça viendra peut-être plus tard. En fait, je reviens sur justement une des craintes que vous avez pointées, qui était finalement l'arrivée sur un territoire d'opérateurs sans histoire particulière avec ce territoire, et donc qui pourraient à un moment donné venir perturber complètement le marché. Est-ce que vous pensez que finalement, je veux dire de manière peut-être un peu générale, la France, de par son histoire, est peut-être dans une position où elle peut, à travers les acteurs historiques des transports et des mobilités, résister à ce type de modèle, ou est-ce que finalement ça peut arriver du jour au lendemain et arrivera ce qui arrive dans d'autres territoires en dehors de la France? Le risque existe. On a des exemples locaux qui montrent que parfois le risque se réalise. J'ai toujours en tête l'exemple des hôtels avec Booking. Aujourd'hui, l'hôtelier, il n'a plus la maîtrise du prix de sa chambre. C'est pas lui qui le fixe, c'est Booking qui le fixe pour lui. C'est un élément qui est très inquiétant parce que l'entreprise Booking a pris la main sur le fonctionnement même de la structure hôtelière. Sur les transports publics, on est très attentif à ça, avec à la fois une volonté d'ouverture. Il serait absurde aujourd'hui de refuser cette évolution numérique qui est vraiment très positive, qui présente des possibilités immenses, mais on se refuse à ouvrir le jeu dans la mesure où ça risquerait de nous faire perdre notre possibilité de faire bouger le transport public dans la direction que l'on souhaite. Et on ne veut pas subir une emprise qui dépasserait le dispositif. Ça veut dire qu'il faut trouver des partenaires qui sont dans la même logique et la même philosophie. Quand j'ouvre un partenariat avec Cities, l'autopartage à Toulouse, c'est un partenariat qui est très sain, parce qu'on est dans deux logiques qui sont très proches, en direction du service à la personne, et ça, c'est vraiment très positif. Quand on généralise des aires de covoiturage sur tous nos sites, ben là aussi, on maîtrise le dispositif, on a des opérateurs qui viennent nous aider, mais l'enjeu, c'est de bien combiner les transports entre eux. Le covoiturage sur les stations terminales de métro, c'est un très bon partenariat. Et on a trouvé les partenaires qu'il nous fallait par rapport à ça. Donc il faut vraiment être attentif à ces partenariats. Il faut les accepter, ils sont indispensables, mais il ne faut pas pour autant perdre la maîtrise du dispositif. C'est un point d'équilibre qui n'est pas facile, c'est pas simple. Et on peut nous reprocher d'être recroquevillés sur nous-mêmes. Je ne pense pas. Je pense que l'enjeu, ça reste le service au public. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est totalement marchand. Et il faut garder cette dimension service public. Est-ce qu'il est possible de faire une petite projection, ou est-ce que vous avez cette projection en tête de l'évolution des parts modales des différents modes de transport sur un territoire comme Toulouse, mais enfin Toulouse Métropole bien sûr. C'est-à-dire, là vous citiez le covoiturage, classiquement la voiture individuelle, les transports publics, après le train pour en partie le territoire, mais aussi au-delà, l'autopartage, le vélo qui connaît là aussi un pic d'intérêt depuis quelques mois qui semble s'installer de façon durable. Est-ce que d'ores et déjà, il y a des projections qui se font à 5 ans qui pourraient impacter fortement le paysage? Alors nous, on a des enjeux qui sont des enjeux politiques, c'est-à-dire que très clairement, on vise une baisse de l'usage de la voiture individuelle au profit d'autres modes de déplacement. Alors c'est bien entendu le vélo, on a un plan rêve, route express vélo, enfin, qui vise justement à permettre, ce qui est aujourd'hui pas tout à fait le cas, aux gens qui habitent en périphérie de venir facilement sur la commune centre. Ça, on n'est pas encore au point, il faut qu'on crée des autoroutes à vélo qui facilitent ça. On a des perspectives sur le covoiturage, par exemple sur le projet Commute que nous avons sur la zone aérospatiale.
aéronautique plutôt, on a la volonté de développer beaucoup plus les covoiturages dans les entreprises. Et on a une première expérience avec Airbus qui marche très bien, qui montre que les gens, quand ils ont un outil pratique qui leur permet de vraiment programmer leur covoiturage, ils basculent. Et puis on a bien entendu la volonté de maintenir un taux d'usage des transports en commun fort. C'est pour ça qu'on a notre projet de troisième ligne de métro. Et c'est pour ça que cette troisième ligne, elle a 5 connexions avec des gares SNCF dans le but de pouvoir étendre dans l'avenir. On parle de RER à la toulousaine, mais de pouvoir aller capter des gens le plus loin possible grâce à la partie ferrée. Voilà un petit peu nos perspectives. Donc, s'il fallait parler de tendance simplement, tendance à la baisse pour la voiture individuelle, et puis compensation par divers modes de transport, pas uniquement les transports en commun, mais aussi les transports doux. D'accord, donc ça, je dirais qu'on est plutôt dans la logique que l'on observe un peu dans toutes les métropoles françaises actuelles. Ça va s'accompagner de mécanismes contraignants pour la voiture individuelle, avec en termes de gestion de l'espace, une restriction supplémentaire de l'accès à du centre-ville. Enfin, on peut imaginer Il y a plusieurs plein de axes. choses. Il y a plusieurs axes. Il y a plusieurs Toulouse scénarios fait partie des villes exposées à la décision de justice de la Cour de justice sur les ZFE. Donc, on est en train de développer une zone à faible émission. C'est mon collègue François Chollet qui s'en occupe, avec l'interdiction pour certains véhicules particulièrement polluants d'accéder à des parties toulousaines, à des parties qui sont soumises à un fort taux de pollution. Donc, il y a ça. Et puis, il y a la transformation du centre-ville qui s'étend, qui se répand encore. On a mis en place une zone 20 sur la partie centrale. On va encore borner certains accès au centre de Toulouse. Donc on va écarter du centre-ville les véhicules avec en plus un outil qui est le stationnement résident qui participe à ce dispositif. Donc on est sur ça. Et l'enjeu de la troisième ligne, justement, c'est de donner une alternative. On espère 200 000 personnes jour sur la troisième ligne métro. Quand on transforme ça en trajet en voiture, c'est considérable. Donc on a un objectif qui est démultiplié par ces projets. D'accord. Sur le train, en perspective. Sur le train, oui, vous parliez de part modale. Donc la part modale du ferroviaire, depuis 20 ans, elle est entre 9 et 11%. Hors l'Île-de-France, où c'est un cas bien particulier. Effectivement, les enjeux, c'est de faire évoluer la mobilité des gens et de les faire aller vers des transports plus verts, plus doux. Donc là, on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience environnementale avec cette crise. Et l'idée, c'est que de valoriser le train comme un transport vraiment écologique par rapport à la voiture individuelle, justement, où on pense que avec cette prise de conscience, les gens vont aller plus vers des transports écologiques, dont le train. Donc ça, c'est un des points sur la part modale. Nous, on voudrait donc qu'elle évolue dans les années à venir pour le ferroviaire. Donc on n'a pas on a des perspectives, mais c'est encore assez incertain. On est vraiment en train d'étudier ce qui se passe par rapport à cette crise. Mais il y a une vraie prise de conscience environnementale pour le ferroviaire qui est plus vert et puis pour aussi tous les autres modes de transport, et notamment par rapport à la voiture individuelle. Et on voit avec cette crise aussi que les gens ont besoin de sortir des villes et d'aller dans des maisons un peu plus loin. Donc ils vont avoir besoin de se déplacer. Oui, je pense que la mobilité, le déplacement va perdurer. C'est vraiment un acquis que l'humanité a obtenu ces derniers siècles, sur lequel ça sera très difficile, sauf contrainte vraiment extrêmement majeure, de revenir dessus. Alors peut-être dernier temps, si vous le voulez bien, d'échange, et puis on reviendra vers la salle s'il y a aussi des interventions. Plus sur... Finalement, Bernard Serp, qui était présent au tout début de l'après-midi, fait juste une petite intervention dessus sur des projets pilotes, sur des nouveaux véhicules connectés et autonomes. Est-ce que là aussi, vous avez une perspective par rapport à ça ? Il citait notamment le cas d'un bus, alors je ne suis pas de Toulouse, donc excusez-moi si je dis des bêtises, mais je crois d'une bus circulaire qui connaissait un fort succès et qui pourrait là aussi à terme intégrer une navette autonome, etc. Donc en fait voilà, c'était pour avoir là aussi votre perspective sur
ces nouveaux modes de transport qui sont testés aujourd'hui dans différentes métropoles, y compris ici, et sur comment qui pourraient venir s'intégrer dans le paysage de la mobilité sur Toulouse. Alors je pense qu'il évoquait la navette électrique du centre-ville, qui est une navette qui fait une boucle dans l'hypercentre et qui s'arrête à la demande. C'est ça, oui. C'est une navette qui est extrêmement utile, qui n'est pas polluante, mais elle a un défaut, c'est qu'elle coûte très cher. Moi, les gens me disent toujours, mettez un petit bus. Ce n'est pas le petit bus qui coûte cher, c'est le chauffeur. Et donc, il vaut mieux un très gros bus avec un chauffeur qu'un petit bus avec un chauffeur. Et l'enjeu pour nous, c'est d'avoir un jour une navette autonome qui remplace, non pas le chauffeur, mais la navette dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un fonctionnement autonome. La difficulté, c'est qu'on est partenaire de beaucoup d'expérimentations et qu'aujourd'hui, on reste à l'expérimentation. On n'est pas encore au lancement d'une navette de ce type. Donc, nous, on est preneurs. Dès qu'une navette autonome fiable, reconnue et labellisée sera sur le marché, on les a testés, on sera candidat. Essentiellement, ce sera la première cible pour cette boucle du centre-ville. Mais il y a aussi d'autres idées pour des parcours aujourd'hui qui sont très difficiles pour nous d'assurer, mais où on pourrait faire des choses. Je pense à une expérimentation qu'on va lancer sur l'Oncopole. Entre le parking de l'Oncopole et l'entrée de l'Oncopole, c'est très éloigné. Et donc les personnes âgées sont souvent en difficulté d'aller à l'un à l'autre. Si on pouvait avoir une navette autonome là, ça serait aussi une idée possible. Donc c'est un outil qui nous permet de compléter notre offre. Aujourd'hui, ce n'est pas un outil qui nous permet de se substituer à l'offre existante. Et là, on est sur l'expérimentation. Les limites que vous avez perçues des projets pilotes que vous avez pu suivre, enfin, si vous avez des retours d'expérience par rapport à ça. La première limite qu'on a trouvée, c'est la loi. La loi française est ahurissante, c'est-à-dire que vous pouvez expérimenter une navette autonome à condition de mettre à l'intérieur un chauffeur qui ne doit toucher à rien, mais qui doit être dedans. Donc on vous demande d'avoir quelqu'un qui incarne ce que la navette autonome est censée remplacer, c'est-à-dire une présence physique. Une présence physique, c'est très très bien, humainement, mais ce n'est pas l'objet. Si on veut faire une navette autonome, il faut qu'elle soit autonome. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'on n'est pas encore sur des outils totalement performants. Il y a eu une personne écrasée aux États-Unis il y a quelques mois dans une expérimentation de navette autonome. Donc on n'est pas encore sur un système qui est totalement fiable. Ça va venir, on le sent, les progrès sont considérables. Je suis allé tester à Francazal un modèle de navette autonome. On a là-bas d'ailleurs une entreprise de très grande qualité qui travaille sur le sujet. On n'est pas encore sur un lancement dans les territoires de l'ensemble de ces dispositions. Donc le principal obstacle pour nous, au-delà de la loi française qui est ahurissante, c'est l'obstacle technique. On attend de passer un pas supplémentaire, une marche supplémentaire qui nous garantira que le produit est un produit utilisable. Je reviens une dernière fois vers la salle. Je pense que lui va intervenir à la suite de notre table ronde. Donc je me tourne juste une dernière fois vers la salle pour savoir si il y aurait une observation, un commentaire, une question. Oui. D'essayer de faire fonctionner l'existant correctement. Par exemple, des lignes de bus, l'avenue Jean-Rieux, c'est le matin, c'est surréaliste. C'est-à-dire que les vélos passent sur les trottoirs, les voitures n'avancent plus et les bus n'avancent plus. Voilà, donc plutôt que de voir, ça n'a rien à voir avec le numérique, mais il faut quand même voir quand on est usager, que Toulouse est très très en retard. C'est pas du tout mon avis. Mais en fait, ça, alors, je reformule juste très rapidement la question, puisque la question c'était plus sur finalement l'usage au quotidien et les difficultés que peuvent rencontrer, en l'occurrence vous-même, sur
la congestion urbaine et le transport en commun pris dans cette congestion urbaine qui fait que les temps de transport sont très longs. Avec- Alors, vous dites en retard par rapport à quelle ville Toulouse est en retard d'après vous? Paris, d'accord. Hmm. Hmm. Alors, plusieurs réponses. D'abord, sur le vélo, je suis d'accord avec vous, les progrès sont considérables. Il se trouve que moi, je me déplace 100% à vélo. Je ne me déplace pas en transport en commun, même si je suis président de TCO, je me déplace en vélo. Et on est sur un plan réseau rêve qui sera, à mon sens, intéressant. Dans le trajet que vous décrivez la perspective de la troisième ligne. Vous parlez de la côte pavée qui va jusqu'à l'école du Nord. En fait, le système toulousain, c'est notre avis et c'est ce qui a été confirmé par l'enquête publique, il est imparfait. On a deux branches, il manque la troisième branche. La troisième branche, c'est quoi? C'est toute la partie nord du territoire. Je pense à la côte pavée, je pense à Montaudran, je pense à cette zone-là, qui n'est pas couverte aujourd'hui par des transports lourds. Le seul transport lourd que vous avez, c'est le Linéo 8 qui a remplacé la ligne 22 et qui donne de la fréquence. Mais la fréquence, quand on arrive à une part embouteillée, c'est pas possible. Donc il va y avoir ça. Il va y avoir sur le trajet, je me fixe sur votre trajet, un autre Big Bang qu'on ne connaît pas encore mais qui va arriver. C'est la transformation du canal. Le canal aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué et souvent générateur de problèmes. On va inverser le sens de circulation du canal, c'est un de nos projets, et on va le reconfigurer pour qu'il y ait une réduction des parts voitures et la mise en place de vraies pistes cyclables. Quand on fait du vélo sur le bord du canal, c'est assez sportif quand même, hein. Donc voilà. Donc on est sur des orientations. Après, vous dites qu'on est en retard. Quand je compare avec les métropoles équivalentes, je ne suis pas persuadé qu'on soit aussi en retard que ça. Paris, c'est particulier. Paris, c'est particulier parce que la part de la voiture à Paris, elle est dérisoire par rapport aux autres grandes métropoles. Pour des raisons évidentes, c'est que le réseau de transport en commun, métro en particulier de Paris, il est unique. Hein, et on n'arrivera jamais à un réseau de cette sorte. Mais pour autant, on est sur des orientations qui me semblent aller dans le sens de ce que vous souhaitez, à savoir la mise en place d'un vrai réseau vélo, la mise en place de transports efficaces, parce qu'il n'y a pas plus efficace qu'un métro en termes de transport, sur des zones toulousaines qui sont aujourd'hui des zones blanches. Voilà un petit peu ce que je voulais vous répondre. Après, on ne peut pas aller dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on pourrait injecter des bus supplémentaires sur l'axe de l'avenue Jorieux, mais on serait embouteillé, ça ne changerait rien. On l'a fait avec le Linéo, le passage au Linéo, qui garantit une fréquence meilleure. Mais pour autant, quand vous aboutissez au nœud que constitue le passage d'un bord à l'autre du canal au niveau de la place du Puy, il n'y a pas de miracle possible sur une zone comme ça. Il n'y a pas de miracle possible parce que c'est un système qui s'est sclérosé au fur et à mesure. Le seul miracle possible, ce sera le jour où on aura l'inversion de la circulation sur les bords du canal et le réaménagement de ce bord du canal en vraie piste cyclable, qu'on pourra avoir un vrai progrès. Est-ce qu'il y a une autre question? Écoutez, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, Merci. vos interventions. Merci aussi à vous tous d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis je crois que donc il y a un autre temps maintenant, toujours consacré à la mobilité, qui va vous être proposé. Et oui, parce qu'on va accueillir donc du coup en visio, et on va essayer de vous mettre ça aussi dans la salle histoire que vous puissiez suivre. Du coup, Omar-Pierre Soubra qui va nous parler des transports du futur, qui est en direct des États-Unis, et je vais vous tourner la télé. Donc, Omar, si tu m'entends, tu vas pouvoir parler, et ça va être à toi.